voyageur, et c'est une controverse, j'ai des idées préconçues sur un lieu, une région ou un pays que je crois connaître. Et le Népal n'échappe pas à ce syndrome de carte postale. Pour moi, le Népal, c'était très haute montagne, Sherpa, temples, moulins à prière, villes et villages de hauteur. Mais ma curiosité me conduisit à l'extrême sud du pays, juste derrière le plus grand fleuve qui l'arrose. Et là, je découvrais une bande de terre au relief quasiment inexistant. Ce mince bandeau qui longe tout le sud du Népal contredisait toutes les visions de perspectives verticales qui emplissaient mon esprit. Cet endroit en décalage avec le reste du pays s'appelle le Terai. Une mosaïque de rizières émaillée de bosquets de manguiers, de cabanes de bambou et de villages blottis sous des palmiers éparses. C'est dans cette région du Terai occidental que vivent les Ranataru, une société plus qu'un peuple. Leur histoire avait éveillé ma curiosité et tous les récits que j'avais pu lire mettaient en avant leur matriarcat. Le Terai népalais s'étend à la lisière nord de la grande plaine du Gange. Frontalier de l'Inde, cette bande de terre fertile est découpée en deux régions, le Terai oriental et le Terai occidental. D'une largeur ne dépassant pas les 50 km, cette région n'a qu'une très faible altitude qui varie de 60 à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pourtant, elle abrite quand même plus de la moitié de la population du pays. C'est au Terai occidental, dans cette période hivernale, que me poussèrent mes errances. Derrière la brume matinale qui s'estompe au premier rayon de soleil, le village de Zugeda s'éveille lentement. Et ces maisons, que l'on n'aperçoit pas très distinctement à cette heure-ci, abritent une communauté de Ranataru. J'avais lu que l'histoire de ce peuple remonterait au XVIe siècle, lorsque les hordes moghols débarquèrent en Inde. Effrayés par leur arrivée, les femmes et les enfants décidèrent de quitter le Rajasthan pour aller se réfugier au royaume du Népal. Elles s'arrêtèrent au pied de l'Himalaya, à l'extrême sud-ouest du Terai. Les hommes restèrent sur place pour se battre, mais peu rejoignirent leur famille. Selon certaines versions de l'histoire, les femmes épousèrent des hommes du Terai et, selon d'autres, elles se marièrent avec les esclaves qui les auraient accompagnés. C'est en partie cette légende qui aurait fait dire à tous ceux qui les ont approchés que les Ranataru forment une société matriarcale.
Je m'appelle Ram Betty Rana. J'ai 19 ans. J'habite ici dans ce village qui se nomme Zugheda. Je suis d'origine Ranataru. Et mon peuple, les Ranataru, se serait déplacé du Rajasthan pour immigrer ici aux alentours du XVIe siècle. Depuis cette période, nous vivons surtout d'agriculture, d'élevage et d'un peu de pêche que nous pratiquons dans les rivières de cette région. Ram Betty a revêtu ce matin son habit de lumière, celui dont on se pare pour toutes les fêtes ou cérémonies officielles. Pourtant, il n'y a pas de fête aujourd'hui, et encore moins de cérémonie, mais c'est dans ce costume d'apparat orné de ses lourds attributs qu'elle veut officialiser ma rencontre avec son oncle, un des plus importants personnages du village. Il s'appelle Lal Bahadur Pradhan Rana. Il fut pendant de très longues années Pradhan, ce qui signifie chef. Il a 78 ans et il a aussi 3 épouses. Tiens, drôle de société matriarcale qui permet aux hommes d'être polygames. Je te présente mon oncle. Il connaît parfaitement l'histoire des Ranataru, pour l'avoir étudiée depuis longtemps. Beaucoup de choses ont été écrites sur mon peuple. Et mon oncle, qui a notamment été le chef de notre village pendant de très longues années, a réussi à recueillir beaucoup d'informations sur nos origines. Il y a un peu plus de 4 siècles, les Rajputs, terme qui signifie grand, étaient les dirigeants du Rajasthan. À cette époque, il y eut une guerre contre les musulmans. Les hommes qui devaient partir combattre dirent à leurs femmes que, s'ils ne revenaient pas de la guerre, elles devraient s'immoler par le feu. Les combats furent terribles et, quand enfin la guerre cessa, il ne restait plus que 12 guerriers Rana. Ceux-ci s'enfuirent et s'installèrent à Katima, en Inde. Les femmes, ayant suivi à la lettre les souhaits de leurs époux, s'étaient depuis longtemps immolées. Il fallait donc créer une nouvelle génération et les 12 rescapés cherchèrent des épouses. À Kumaon, le campement où ils s'étaient installés, ils virent la fille d'un prêtre népalais et ne tardèrent pas à la convoiter. Mais elle était déjà promise au fils d'un autre prêtre. Les Rana prirent connaissance du lieu de la cérémonie du mariage et s'arrangèrent pour y arriver les premiers. La ruse fonctionna, puisque la jeune fille épousa le premier des guerriers Rana. Quand la famille du fiancé népalais arriva enfin, on s'aperçut de la supercherie et il s'ensuivit une violente bagarre. Le palanquin sur lequel la jeune mariée se tenait était tiré d'un côté par les guerriers Rana et de l'autre par les prêtres népalais, chacun la voulant pour soi. Les enfants s'en mêlaient en jetant des pierres aux guerriers. Le calme finit par revenir et les parents de la jeune fille lui demandèrent si le mariage avec le guerrier Rana lui convenait. Elle répondit que oui, et devant la décision de sa fille, le prêtre accepta, mais lui demanda en contrepartie de ne jamais manger à l'extérieur de son foyer. Et c'est une tradition que les femmes mariées respectent encore. Je ne connaissais pas cette légende, et pourtant, c'est bien de celle-là que les gens du village, comme ceux de toute la région, veulent se reconnaître. Les Ranataru se sont tellement attachés à rétablir la vérité qu'ils ont, il y a peu de temps, fait pression sur le gouvernement pour qu'il retire des écoles les milliers de livres qui racontaient cette fameuse histoire que j'avais lue partout, mais qui se trouvait à 10 000 lieues de la leur. La seule chose dont je sois sûr pour ce village de 6 000 âmes, c'est qu'il a de très fortes traditions agricoles et qu'elles sont conditionnées par 2 récoltes annuelles de riz. Pour l'heure, c'est la période où l'on sépare la paille du grain et tous les villageois s'activent à cette tâche. Pourtant, il y a quelques différences. Certains se sont regroupés, comme ici, pour acheter une énorme machine qui fait le travail automatiquement. Et d'autres s'adaptent en fonction de leur capacité physique. On se débrouille, et parfois un simple ventilateur suffit. Mais pour la majorité des Ranataru, c'est la machine traditionnelle qui officie. Une mécanique rustique dont les énormes pales ne se meuvent qu'à la seule force des bras et des poignets des jeunes filles du village.
Ce matin-là, je fus aussi surpris par le manège incessant de femmes portant d'immenses filets. J'étais intrigué. À quoi pouvaient bien servir ces étranges instruments? Simplement à pêcher. Et la pêche fait partie intégrante des traditions fortes de ce peuple. Cette activité, essentiellement réservée aux femmes, a une valeur tellement importante que certains prétendent que les Ranataru préfèrent négliger une récolte que manquer une partie de pêche. D'ailleurs, Rambeti, très fortement imprégné de sa culture, n'est pas en reste. Kiran Rana et Kanevati Rana, deux de ses amis, sont aujourd'hui venus la chercher pour exercer cet art dans lequel elles excellent et qu'elles apprécient tout particulièrement. Les zones de pêche ne sont généralement pas trop éloignées des villages. À peine une vingtaine de minutes de marche sont nécessaires pour rejoindre mares ou petits ruisseaux. Ces parties très prisées des jeunes filles sont des occasions de bavardage entre amis, mais aussi de rencontres entre personnes de différents villages. Ce sont pour les femmes de précieux moments d'évasion, où elles cessent d'être, pour un court instant, des mères de famille ou des épouses. Sur tous les chemins qui relient les villages de la région, on croise des groupes enjoués portant sur leurs épaules des filets qui, comme des ailes géantes, leur donnent des allures de papillons. Pourtant, pas de pêche miracle. Seuls quelques minuscules poissons iront dans des calebasses accrochées à leur ceinture avant de servir de base à certaines sauces qui viendront agrémenter le riz. Cette façon de pêcher est complètement traditionnelle pour nous. Nous pêchons régulièrement durant notre temps libre et pour des occasions de fête. J'ai appris à pêcher aux alentours de ma 8e année. C'est ma mère qui m'a enseigné ces gestes. Dans notre culture, tous les enseignements relatifs aux traditions sont donnés aux filles par les mères et aux garçons par les pères. C'est souvent ainsi que commence ou se termine une journée chez les femmes Ranataru. Elles se sont conditionnées de cette façon, vivant en parfaite autarcie dans une région qui fut très longtemps coupée du reste du monde. Une des raisons de cet isolement était la malaria qui repoussait les étrangers. Les Rana avaient développé une immunité naturelle face aux fièvres paludiques. Dans les années 50, le DDT permit d'éradiquer la maladie et le terrail vit affluer nombre d'immigrés. Mais ce peuple garda ses réflexes d'autonomie.
Ce qui est troublant le soir, ce sont ces colonnes incessantes de gens, de troupeaux, de charrues, qui défilent en permanence sur les sentiers, avec pour seule destination le village. Ils semblent à chaque coucher de soleil se repeupler, comme le ferait une ruche de ces essaims d'abeilles. La première fois que j'avais rencontré Ram Betty, elle m'avait naturellement annoncé avoir 2 mamans. Je dois dire que sur le moment, ses propos me laissèrent un peu perplexe. J'avais du mal à comprendre. En fait, l'explication était simple. Son père avait épousé la mère biologique de Ram Betty. Elle lui avait donné 4 filles, Ram Betty et ses 3 sœurs aînées. Désirant plus que jamais un garçon et avec l'autorisation de sa première femme, il avait aussi épousé officieusement celle qui était devenue la 2e maman de la jeune fille. Cette 2e épouse lui donna également 4 autres enfants. Une fille qui a maintenant 15 ans et 3 garçons dont l'âge oscille entre 3 et 10 ans. Tout ce petit monde, excepté les 3 sœurs aînées qui sont mariées, vit maintenant en parfaite harmonie dans cette maison. Et cette grande famille, il faut bien la faire manger. Le père de Ram Betty avait quelques biens dans un passé récent, mais les hasards de la ville en ont dépossédé. Alors on s'est adapté. Un petit jardin en bordure de la maison fournit légumes et fruits, et les quelques bêtes que l'on élève en toute discrétion font le reste. Malgré tout, les revenus mensuels ne dépassent pas les 50 €, une trop faible somme quand on est si nombreux. Alors il faut se débrouiller, et de petits échanges commerciaux rapportent quelques deniers dans l'escarcelle. C'est cette raison qui, tôt ce matin, éloigne Ram Betty de son foyer. Elle achemine quelques chèvres et cabris qui ont été vendus la veille. Il y a certaines obligations dans le mode de vie Ranataru. Par exemple, les femmes et les jeunes filles doivent se couvrir la tête et une jeune mariée devra même, pour un temps, se cacher le visage. Ces traditions rigoureuses sont plus le reflet d'un mode de vie que de croyances religieuses. Même si ce peuple semble de plus en plus enclin à se convertir à l'hindouisme, les Ranataru, dans une certaine forme de syncrétisme, ont leur propre religion et leur propre dieu. Le principal s'appelle Niradhar. C'est lui qui protège et c'est surtout lui qui soigne les maladies qui pourraient pénétrer dans la maison. À l'extérieur, une autre divinité a son importance. Elle se nomme Nogarail. Cette déesse féminine ne veille que sur les femmes et ne s'occupe que de leurs problèmes. Les femmes et les filles s'occupent très tôt du nettoyage de la maison. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes formés à cela. Une maison propre, tôt le matin, permet d'attirer la déesse de la prospérité. Elle s'appelle Lakshmi. Et la légende veut qu'elle entre dans le foyer qui sera le mieux rangé, le mieux nettoyé.
Rambeti n'est pas la seule à faire le ménage. Femmes et jeunes filles sont préparées depuis l'enfance à cette vie où la culture est encore très forte. Vie qui regroupe toutes les activités traditionnelles Ranataru, qu'il soit question de pêche, comme ici, ou d'autres choses. Et cet enseignement transmis par les femmes et pour les femmes n'a qu'une seule finalité. Il ne les prépare qu'à être épouses et mères de famille. Car le mariage est dans la plupart des cas encore arrangé. Il commence par une alliance entre familles lorsque les futurs époux n'ont pas plus de 5 ans. Cet accord ne sera ferme et définitif que lorsque la famille du jeune homme, pour le conclure, offrira sel, safran et riz à la famille de la jeune fille. Il n'y a pas de dot chez les Ranataru et on se marie généralement entre 20 et 22 ans. Ce sont les grands-parents des deux familles qui fixent conjointement la date de la cérémonie. Le cérémonial du mariage est encore très important pour cette communauté. Il peut durer plusieurs semaines. Tous les rituels, qu'ils soient religieux ou traditionnels, sont encore appliqués. Par cet attachement très fort, les Ranataru continuent à défendre farouchement leur mode de vie et les principes qui le conditionnent. Mais que l'on ne s'y trompe pas, les rigueurs de principe qui s'appliquent pour la célébration d'un premier mariage ne sont pas reproduites lors d'un second. Et en cas de divorce ou pour une deuxième, voire troisième épouse, le processus est très allégé et même souvent inexistant. La polygamie des Ranataru n'est pas un fait exceptionnel. Elle est très fréquente au sein du village, mais il est difficile de savoir si elle tient à une culture ou à une forme d'adaptation aux situations du moment. Paradoxalement, ce peuple est, surtout pour les femmes, très tolérant. Une liberté d'action qui s'affiche comme un naturel évident dans toutes les activités. Depuis 4 siècles, les Ranataru vivent paisiblement. Ce sont des gens très doux. Mais ne croyez pas que l'on puisse quand même tout faire. Par exemple, frapper en toute inconscience, même quand on est très jeune, la vache sacrée, peut avoir des conséquences douloureuses. Les Ranataru fabriquent tout ce dont ils se servent, et en y ajoutant une touche artistique. Cela va des vêtements, comme ceux que porte Rambeti, jusqu'à la décoration des murs et fenêtres de l'habitat traditionnel. Sans oublier bien sûr les ustensiles nécessaires à la vie quotidienne, tels que jarres pour le stockage ou tabourets de paille, comme ici. Personne ne fait de l'artisanat dans le village. Ce que je suis en train de faire n'est pas de l'artisanat. Ça ne servirait à rien parce qu'il n'y a pas de touristes ou très peu. On n'achète pratiquement rien à l'extérieur. Tout ce dont on a besoin pour notre vie, notre confort, est fait de nos propres mains. Je tisse cette paille pour fabriquer un siège. Ça n'est pas très difficile. Ça ne me prendra pas plus d'une demi-heure. Et ça servira à toute la famille.
Je suis une Ranataru et de ce fait, très attachée à ma culture. Mais j'ai toujours souhaité faire des études. Quand j'étais petite, ce n'était pas facile. Il n'y avait pas d'école à proximité de notre village. Heureusement pour moi, mon père souhaitait que j'aille à l'école. Je lui en suis encore très reconnaissante aujourd'hui, car il m'emmenait tous les matins et revenait me chercher le soir. Pas très loin, certes, mais l'école la plus proche se trouvait dans la ville de Dangari. C'était un peu compliqué d'être scolarisé à cette époque. Et surtout, à cause des déplacements et des moyens que l'on avait pour effectuer ces déplacements. Ça nous prenait énormément de temps. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Il y a des écoles limitrophes. Et tous les enfants du village, c'est presque une révolution, ils sont scolarisés. Comme tu peux le constater, on commence à s'organiser. La seule chose qui nous manque vraiment à Zugeda, ce sont les soins. En cas de blessure ou de maladie, on ne peut pas faire face. Et même si on a l'habitude, ce sont pour nous des instants de panique. Il faut nous comprendre. Le premier hôpital se trouve en ville. Il n'y a pas de pharmacie non plus. Et donc il est difficile de trouver des médicaments quand on tombe malade. Moi qui veux faire médecine, ça m'attriste beaucoup. Il n'y a pas de système de santé, pas de dispensaire et encore moins de médecins à Zugeda. Une fois par semaine, une infirmière se déplace dans un des villages alentours pour prodiguer les premiers soins. Car, comme l'a souligné Rambeti, l'hôpital et le premier médecin se trouvent à Dangari, une ville distante d'une quinzaine de kilomètres. Un problème pour les urgences et les évacuations, car les habitants ne disposent que de bicyclettes, chars à bœufs et, dans le meilleur des cas, de tracteurs. Après que l'on ait pu éradiquer l'épidémie de malaria qui sévissait dans la région jusque dans les années 50, le royaume Ranataru s'ouvrit aux étrangers. Et lorsque les Népalais purent avoir accès à cette région, les choses devinrent compliquées pour le peuple de Rambeti. Les Ranataru n'avaient aucun statut dans la société népalaise. Ils ne possédaient aucun acte de propriété des terres qu'ils cultivaient. Ils appartenaient en fait aux castes les plus basses dans le système de hiérarchie hindoue en vigueur ici. Les populations des montagnes, en particulier les brahmins et les Kshétris, ont envahi leurs terres et les en ont dépossédées. Depuis quelques années, l'État népalais a mis en place une réglementation tendant à protéger les Ranataru. Aujourd'hui, les prêteurs sur gage ont disparu, mais certains, comme le père de Rambeti, y ont laissé dans un passé pas si éloigné quelques plumes. Je cultive mon jardin parce que c'est un des rares moyens de subsistance de la famille. Nous avons aussi des bêtes, 2 buffles d'eau, une vache sacrée, des cabris, quelques agneaux, des moutons et des poules. Pour ce qui est de l'argent frais, depuis une quinzaine d'années, nous vendons les fruits de notre travail, c'est-à-dire des légumes et quelques bêtes. Nous sommes 9 actuellement dans la famille, à vivre dans cette maison. Quand on additionne l'ensemble de nos revenus, nous n'avons pas plus de 600 € par an. Tu vois, c'est maigre. C'est très dur parfois, car ça nous suffit tout juste pour vivre. Toutes les familles du village vivent encore en autarcie, et cela ne leur permet pas de produire suffisamment pour arriver à vendre le fruit de leur travail à l'extérieur. Tout ce qu'ils cultivent ou élèvent ne sert qu'à leur propre consommation. Peu de moyens d'échange pour ce peuple qui se sent souvent très défavorisé par rapport aux autres communautés de la région, voire du pays.
Là, je fais un plat en terre qui va servir à stocker le feu, une sorte de foyer. C'est aussi une de nos traditions de fabriquer ce type d'objet. Ce n'est pas difficile à réaliser, une toute petite demi-heure tout au plus. Après, c'est le soleil qui fera le travail. Il va le sécher et nous permettra de l'utiliser. Comme je te l'ai déjà dit, tout ce que l'on fait, c'est pour nous, pour notre vie quotidienne. Ma mère et mes sœurs m'ont appris à fabriquer ce type d'ustensile. Et j'espère sincèrement pouvoir l'enseigner à mes enfants. Tu vois, c'est encore une émanation très forte de notre culture. D'ailleurs, toute notre éducation est conditionnée autour de ces traditions, même s'il semble qu'elles se perdent un peu pour les jeunes générations du village. Je sais que cela fait partie de l'évolution du temps, du changement radical de nos vies, mais aussi de toutes ces nouvelles donnes qui viennent de l'extérieur. Par exemple, tu verras très peu dans le village de jeunes filles ou jeunes femmes habillées comme moi, en costume Ranataru. Évolution des temps ou rupture, est-ce un mal, est-ce un bien? La majorité des jeunes filles, et pas seulement celles qui, comme Rambeti, sont scolarisées, ne portent plus ou très peu cette tenue traditionnelle. Seules les femmes plus âgées, et elles sont encore nombreuses, la revêtent chaque jour. Les explications sont multiples, mais je me tiendrai pour l'heure uniquement à celles qui sont évoquées par une des tantes de la jeune fille. La tenue traditionnelle coûte très cher, environ 2200 roupies népalaises, à peu près 250 de vos euros. Même pour une couturière expérimentée, il faut compter entre 2 et 3 mois au minimum pour la fabriquer. Les enfants ne savent pas, donc ne peuvent pas les confectionner eux-mêmes. Et nous n'avons pas les moyens financiers de faire ces vêtements pour nos enfants. De plus, aujourd'hui, ce n'est pas pratique pour aller très loin, pour partir en ville. Tous les habitants du Népal évoluent et changent. Et bien que ce soit triste, le premier changement passe par l'abandon des tenues traditionnelles. Constatez par vous-même, ce n'est pas facile d'aller en ville, dans les bureaux ou simplement à l'école, habillé de la sorte. Les domaines de créativité de la jeune fille ne se limitent pas à la fabrication d'objets traditionnels. Depuis sa plus tendre enfance, elle est passionnée de dessin et de peinture. Et je dois dire, pour avoir vu certaines de ses œuvres, qu'elle n'est pas dépourvue de talent. Je fais de la peinture depuis l'âge de 7 ans. J'ai toujours voulu créer. Quand j'étais petite, chaque fois que je passais à côté d'une école où l'on enseignait le dessin, j'étais tentée de rentrer. Mais je n'osais pas. Puis une de mes sœurs m'a très fortement encouragée. C'était l'époque où ma famille avait encore un peu d'argent. Alors je me suis décidée à prendre des cours. Depuis, c'est devenu une véritable passion. Je ne peux plus m'en passer. C'est pratiquement mon seul loisir. Et en plus, je pense que c'est un bienfait pour moi. Ça me détend et ça me permet aussi de réfléchir. यो मैले विद्यालयमा पढ्दाखेरि प्रथम पुरस्कार विद्यालय स्तरीयमा आयोजनामा चित्रकला प्रतियोगितामा पाएको हुँ। यो चाहिँ Rambeti ne brille pas uniquement dans les domaines artistiques. C'est depuis toujours une élève studieuse et brillante. Elle possède une petite malle où sont enfouis tous ses diplômes, tous ses trophées scolaires qu'elle nous montre aujourd'hui, non sans une pointe de fierté.
Tu vois, je vais vraiment à l'école depuis que je suis toute petite. J'ai une véritable passion pour l'école. J'adore ça. On m'apporte des savoirs que j'apprécie, même s'ils sont différents de mes traditions. Je suis actuellement en secondaire et je terminerai ce cycle à la fin de cette année. Après, je souhaite entrer à l'université et, si possible, en faculté de médecine. J'aimerais bien être médecin pour servir mon peuple, servir mon village, car il n'y a pas de médecin ici à Dzugheda. Le premier médecin se trouve à Dangari, à 15 km. Oui, je sais que je me répète, que je te l'ai déjà dit, mais ce n'est vraiment pas facile d'y aller, surtout en cas d'urgence. Je me sens bien dans mes études. Elles ne se déroulent pas trop mal. Le seul problème, c'est que l'on n'a pas beaucoup d'argent. Je ne me place pas dans une position d'attente. J'essaie juste de trouver des solutions. Et quand tu sais qu'une année en faculté de médecine coûte environ 2 000 € par an, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Regarde nos conditions de vie, nos moyens. Même si mes parents adhèrent complètement à mes désirs, à mes ambitions, ils ne pourront jamais trouver autant d'argent pour me payer ce type d'études. Mais moi, je crois que je vais y arriver. Rien à l'origine ne me prédisposait à cela. C'est ce que je veux faire. Et je suis sûre que je vais réaliser ce rêve. Ram Betty n'est pas avare de son temps, et tous les moyens sont bons pour que cette ambitieuse jeune fille puisse gagner un peu d'argent. Aujourd'hui, 2 à 3 heures de surveillance pour les examens du primaire mettront quelques roupies népalaises supplémentaires dans sa cagnotte. Mais nous sommes loin du compte. Ce rêve grandiose qu'elle cultive très sincèrement, arrivera-t-elle à le réaliser? Il est vrai que la somme demandée pour faire médecine, ici ou au Népal, est un peu disproportionnée par rapport à l'indice de cherté de vie. Pas de bourse non plus, ou très peu, et les conditions d'obtention ne sont pas toujours liées qu'au mérite. Pourtant, un médecin dans ce village serait une véritable aubaine, et pas uniquement pour les habitants de Dzugheda, mais aussi pour tous ceux de la région. Alors elle espère et pense que d'ici la fin de l'année scolaire, une solution émergera. वार्षिक शुल्क 210 रुपैयाँ, विज्ञापन प्रतिपृष्ठ 8000 रुपैयाँ। व्यापार प्रवर्धन शाखा गोरखा पत्र संस्थान धर्मपथ काठमाडौँ। फोन नम्बर 4227493। On ne se couche jamais très tard dans la société Ranataru, aux alentours de 21h, 22h. Il faut dire que tous les jours, pour assumer les charges agricoles, on se lève très tôt. Il y a très peu de télévision dans le village, seulement quelques-unes. En ce qui me concerne, je ne regarde pas très souvent la télé. Mais il m'arrive parfois de venir chez mon oncle, surtout pour voir les actualités.
J'ai aussi cette soif de savoir. Je pense que c'est bien, pour mon avenir, pour les études supérieures que je veux suivre plus tard, d'être au courant de ce qui se passe dans mon pays ou à l'étranger. Je pense que c'est important de connaître, d'avoir cet aperçu. Et puis c'est un des rares moyens dont je dispose pour avoir cette ouverture sur le monde extérieur. Autre journée, autre activité. Ce matin, Rambeti se rend en ville, à Dangari. Accompagnée de son père, elle va acheter quelques produits qui font pour l'heure défaut à la famille. Dangari est la ville la plus importante de la région. Elle est parfois plus indienne que népalaise. Cette cité frontalière doit son développement uniquement à son commerce. D'ailleurs, pour chaque achat, on peut payer en monnaie locale ou en roupies indiennes. Il y a très peu de villes de cette importance dans le Terai occidental. Il faut savoir que jusque dans les années 60, la plus grande partie de cette région était encore recouverte de forêts. Seules quelques zones étaient habitées et les populations Tharu très dispersées. La régression du paludisme, due aux travaux de drainage et aux campagnes de pulvérisation d'insecticides commencées en 1954, suscita un afflux de migrants venus des montagnes, mais aussi d'Inde. Des villes comme ici se sont très rapidement développées. La fertilité des terres et la facilité d'accès aux terrails favorisèrent ce rapide essor. Parfois, on part en ville, à Dangari avec mon père. Elle n'est pas très éloignée de Zugeda. C'est nécessaire pour nous d'y aller, car il nous manque un certain nombre de choses. Il n'y a pas de commerce dans le village, du moins tel que vous l'entendez. Seulement quelques boutiques qui permettent tout juste aux familles de s'approvisionner du minimum nécessaire. Mais pour l'instant, je préfère encore le cadre de mon village. Je trouve qu'il y a trop de mouvements et trop de bruit dans la ville. Pourtant, j'ai déjà voyagé. Je suis allée jusqu'à Gaurifanta, en Inde. Rambeti n'aime pas trop ses déplacements dans cette agglomération et d'ailleurs, elle n'y va jamais seule. Elle préfère l'ambiance de son village. Mais elle sait que l'année prochaine, si tout se passe bien, elle sera bien obligée de vivre loin des siens, sans ses repères, et dans une ville plus grande que celle-ci. Il n'y a qu'une faculté de médecine au Népal, et elle est dans la capitale, à Katmandou. Alors elle s'y prépare. Encore une nouvelle angoisse qui vient s'ajouter à celle déjà existante. Je désire terminer mes études.
Et j'espère pour cela avoir aussi la chance de trouver l'argent nécessaire. Je souhaite que toute ma famille se porte bien, que ma société, que mon peuple et que mes traditions soient un peu mieux connues du monde extérieur. On prétend plein de choses sur les Ranataru. Ce serait une société dominée par les femmes. Je ne crois pas. Et l'erreur qui jusqu'à présent a été faite sur nos origines émane d'un quiproquo. Un récit qui aurait été écrit parce que certains témoins auraient vu des épouses donner de la nourriture à leurs maris en poussant des récipients, des gamelles avec leurs pieds. C'est invraisemblable. Aucune personne de mon entourage ou de mon peuple, à ma connaissance, n'accepterait de revendiquer une telle histoire. Rambeti aime sa vie, aime cette société qui l'a fait naître. Malgré son jeune âge, elle sent qu'un changement commence à s'amorcer, que certaines de ses traditions vont disparaître. Mais elle sait aussi que cette évolution peut apporter des choses bénéfiques, surtout en ce qui concerne les femmes. On nous a affirmé que les femmes de ce village ne prenaient pas de décisions importantes, mais qu'elles pouvaient très fortement influencer leur mari. Une nouveauté due à l'évolution des us et coutumes qui impose à la nouvelle génération de recueillir le point de vue des femmes. Et les maris semblent heureux de prendre en considération les suggestions de leurs épouses. Il paraît que par le passé, elles n'avaient pas leur mot à dire, sauf peut-être quand les hommes passaient la nuit hors du village. À cette époque, avant de s'absenter, l'homme consultait la mère de ses enfants sur les fantômes et les dangers qu'il pouvait rencontrer. Car chez les Ranataru, la femme a toujours eu cette réputation d'anticipation, qu'elle soit sœur, mère ou simplement épouse. Nous le savons, le monde change, mais certaines valeurs qui impliquent le respect restent encore fortement ancrées, même dans l'esprit de jeunes filles qui, comme Rambeti, sont appelées à suivre un enseignement supérieur et à vivre une vie qui se rapprocherait de la nôtre. Dans ma société et dans ma culture, quand une jeune fille épouse un garçon, la plupart du temps, le mariage est arrangé par la famille. Je ne sais pas si mes parents se sont engagés pour mon futur mariage. Je le saurais bien assez tôt. Mais si jamais je tombais amoureuse, c'est quand même mes parents qui devraient me donner l'autorisation d'épouser le jeune homme. Dans notre culture, et je la respecte profondément, c'est toujours les parents qui prennent la décision finale. C'est eux qui doivent avoir le dernier mot.